Bonjour, bonsoir tout le monde. On est jeudi. Et oui. Event culturel by Naïla. C'est tous les jeudis de 16h voire jusqu'à 17h. Une rencontre culturelle, une rencontre avec des invités. Donc aujourd'hui, bien entendu, on est dans cette mouvance. On est au mois de février. Qui dit février dit carnaval. Donc on va avec l'invité découvrir le non-non, les origines du carnaval. Alors, bien entendu, vous l'avez remarqué, Jolo, Jean-Luc Divialamec est sur le plateau. Je le remercie grandement de sa venue. Mbote, Jean-Luc. Mbote Nalida, et merci de ton invitation qui permet de communiquer sur ces éléments avec tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors justement, on pense que le carnaval, c'est vrai que quand on va faire les petites recherches, on trouve beaucoup effectivement d'informations, mais quelquefois pas la bonne information, parce qu'on a l'impression que le carnaval a démarré il y a quoi après l'esclavage, 2000 ans, c'est-à-dire qu'avant l'esclavage, ça existait, mais pas chez nous, et qu'après l'esclavage, on aurait dit qu'on a découvert que le carnaval existait et qu'on a mis à notre sauce. Mais apparemment, selon tes recherches, le carnaval est beaucoup plus ancien que cela. C'est vrai que cette semaine, certains téléspectateurs qui suivent Canal 10 ont sûrement eu cette information, mais on va encore le redécouvrir parce qu'il est toujours bon et important de faire comprendre aux gens que notre culture a une histoire. D'accord? Et j'aime à dire que cette émission, c'est le but. C'est vraiment partir à une découverte et montrer à tout un chacun de par le monde qu'un peuple se construit sur son histoire et il faut la connaître. Absolument. Alors, on va démarrer la vidéo. Restez avec nous. On va effectivement à la rencontre d'Isis. Absolument. D'Isis, on va à la rencontre d'Isis, centrale du carnaval. Oui. Alors, en préambule, je peux dire que c'est vrai s'il faut parler de l'origine du carnaval, l'émission ne suffirait pas. On va essayer d'en dire l'essentiel. Bon, on ne peut pas parler du carnaval si on ne parle pas de la transition. Comment c'est arrivé, comment c'est passé de l'Afrique et pour arriver jusqu'à nous. Il y a deux sources en réalité. Il y a la source européenne, qui est la façon dont les Européens se sont accaparés cette ancienne fête africaine. Et puis il y a aussi le fondement africain. Et tout ceci s'est télescopé sur un territoire qui s'appelle la Guadeloupe pour donner le carnaval que nous connaissons. Mais nous allons le voir, il y a un élément déterminant dans le carnaval et qui explique pourquoi nous en sommes arrivés à l'élection des reines du carnaval. Nous en sommes arrivés à avoir des chars aussi dans cette parade. On va y aller avec la présentation que je vous propose. Alors, ici, il nous faut parler de la barque d'Isis. Pourquoi on parle de la barque d'Isis ? Le carnaval, c'est un rituel de purification, mais qui tourne autour aussi de les mystères d'Osiris. Les mystères d'Osiris, c'est sa mort et sa résurrection. C'est ça la définition du carnaval. Et on dit que le frère d'Osiris aurait découpé son corps en 14 morceaux qu'il aurait dispersés à la surface de la terre et qu'Isis serait parti à la recherche de ces différentes parties du corps. Et l'idée, ce qu'on découvre, c'est que à Rome, par exemple, avant même l'arrivée du christianisme, il y avait une fête qui est une origine aussi du mot carnaval, qui est la carus navalis, le char naval. C'est-à-dire que on va célébrer la fête de la barque d'Isis, Navigium Isidis, qui est une fête romaine qui avait lieu le 5 mars, qui correspondait à l'époque pour les Romains au Mardi Gras. Et c'est cette fête du vaisseau d'Isis qui se célébrait au mois de Farmouti. Donc vous voyez que les choses sont déterminées. Alors, Farmouti, c'est un peu l'équivalent du mois de février, mais c'est la fin du mois de février et le début du mois de mars. Ça correspond à la période du carnaval pour nous. Vous voyez que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est sur une barque qu'Isis va à la recherche de ces différents morceaux, mais c'est aussi sur un char qu'on va étreiner Vaval à travers la ville. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Voilà le témoignage de M. Hérodote qui nous donne un témoignage de comment s'était célébré
avant même Rome et la Grèce, à Boubastis. Voilà ce qui s'observe en allant à Boubastis. On s'y rend par bateau, les hommes et femmes pêle-mêle et confondus les uns avec les autres. Dans chaque bateau, il y a un grand nombre de personnes de l'un et l'autre sexe. Tant que dure la navigation, quelques femmes jouent des castagnettes et quelques hommes de la flûte, le reste, tant hommes que femmes, chantent et battent des mains. Ça vous rappelle quelque chose? Lorsqu'on passe près d'une ville, on fait approcher le bateau du rivage. Parmi les femmes, les unes continuent à chanter, à jouer des castagnettes, d'autres crient de toute leur force et disent des injures à celles de la ville. Celles-ci se mettent à danser et celles-là, se tenant debout, retroussent indécemment leurs robes. Vous voyez que dès cette époque, vous avez des chansons paillardes, vous avez aussi cette provocation sexuelle, parce qu'on est dans un rite de purification, mais j'aurai l'occasion de revenir plus en détail là-dessus. Donc, vous voyez que en Égypte, vous ne pouvez pas y aller par la terre, vous perdrez du temps. L'autoroute, c'est le Nil. Donc, c'est tout à fait normal, c'est la voie navigable. Et donc, ce sont ces barques qui font qu'aujourd'hui, nous avons les chars dans le carnaval. Et on va parler de cette ville. Alors, en Égypte, il y a Bouziris, Boubastis, mais on va voir comment les Européens ont récupéré ça en parlant de la ville de la déesse. Oui, parce que nous avons un document qui est précieux. C'est le blason de la ville de Paris. Alors, c'est l'une des dernières versions, avant qu'elle ne soit modernisée comme nous la connaissons, qui est le blason tel qu'il était encore existant en 1811. Vous allez voir qu'il y a quelques symboles qui nous interpellent. Donc, vous allez voir qu'il y a 3 insectes, il y a une étoile, il y a un bateau et il y a des flots. Bon, les flots peuvent nous rappeler un peu le fleuve Nil, le bateau peut-être les barques, la barque d'Isis. Mais est-ce qu'avec les langues africaines, et la méthode Kouma qui sollicite l'égyptien ancien et les langues africaines modernes, est-ce qu'on peut avoir une lecture africaine de ce blason et comprendre de quoi il s'agit? Parce qu'en fait, la fête que nous avons vue, le Caus Navalis, est très très intimement liée avec ce blason de la ville de Paris. Alors nous allons analyser les éléments si vous voulez bien. Par exemple, on peut parler de l'abeille royale. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'il y a quand même 3 abeilles qui figurent au sommet de ce blason. Et ce n'est pas le fruit du hasard, parce que je vais vous rappeler quelque chose. Là, on est carrément dans la pensée symbolique africaine, puisque le nom de l'abeille est là pour signifier l'insigne royal. Regardez en Égypte. Vous voyez qu'il y a cette abeille et en face, vous avez le sémantème, c'est-à-dire un homme qui est assis. En fait, c'est le roi. Et cela nous dit que le mot pour nommer l'abeille, c'est le mot pour nommer le roi. C'est une homophonie. Et en l'occurrence, c'est le roi de la Basse-Égypte, parce que, paraît-il, dans cette région, on cultivait le miel. Voyons comment on dit dans les langues africaines, on désigne l'abeille. Nyosi en Kikongo, Ngosi en Kiangala, en Zulu, Inyosi, en Setswana, Nochi, en Nyamwezi, Nsuki. C'est le nom de l'abeille. Vous voyez, ici, on a Ngosi. Et c'est ce qu'on retrouve en Setswana, Ngosi, c'est le roi, le chef. Donc, il y a ce lien d'homophonie. En Proto-Bantu, on va dire Kosi. En Bamwe, on va dire Konzi. En Zulu, on va dire Inkosi. En Swahili, on va dire Kiongosi. Ce sont des évolutions phonétiques, mais en réalité, vous vous apercevez qu'il y a une homophonie entre le nom de l'abeille et le nom du roi. Ensuite, on va parler de la vigie divine. Pourquoi on parle de la vigie divine? Parce qu'il y a un détail sur ce blason qui nous interpelle tout aussi. Si on se rappelle de ce fameux mythe où Isis va partir à la recherche des parties du corps de son époux Osiris. Eh bien, vous voyez qu'à l'avant du bateau, vous avez une petite sculpture. Et c'est quoi, en fait, quand on a grandi, on s'aperçoit que c'est une femme qui est assise. Donc, ça veut dire que cette position assise-là doit nous interpeller, puisque c'est par cette graphique en égyptien ancien, on présente l'épouse d'Osiris qui est Isis. Et regardez, elle a des cordes. Ça vous dit quelque chose? Oui. Voilà. Oui. Donc la position assise est importante. Ça veut dire que si, tout détail compte, si on nomme la position assise, eh bien on atteint le nom de la déesse. Vous voyez, ici on nous dit que la translittération donne Isis, Aset, la translittération, traduction Isis ou Aseta. Vous voyez, en Vaille, on va dire si, s'asseoir. En Kpele, c'est s'asseoir. En Gambé, ici, s'asseoir. Donc, on touche le nom de la déesse. En Kera, ici, s'asseoir.
En napolitain, langue européenne, aceta. Vous voyez, Oui, cela donne aceta. vraiment la même traduction que nous avons sur la gauche. En picard, on dira cicite, et chez nous aussi, on dira La cicite cicite. pour dire s'asseoir. Vous voyez qu'on touche le nom de la déesse à travers cette position. Donc, chaque détail dans cette graphie compte. Alors, un autre détail doit nous interpeller, et vous allez voir ceci avec l'autre tableau qui va apparaître. Mais on peut déjà voir des éléments à travers ce que vous voyez là, des éléments qui touchent déjà à notre carnaval tel que nous le faisons, en fait, je veux dire les afro-descendants de Guadeloupe tels qu'ils l'ont codifié. Alors, on peut parler aussi de celle qui purifie, parce que le carnaval, c'est un rituel de purification. Et là, vous avez cette étoile. Elle n'est pas là par hasard. Cette étoile-là, elle apparaît le jour du jour de l'an, où commencent les inondations. Et vous voyez que le bateau, il est sur l'eau et que l'eau, le fleuve n'est pas tranquille là. Donc, l'eau déverse. C'est l'image même d'Isis sous la forme de l'étoile Sirius. Mais regardez, en anglais, on dira Sotis pour désigner Sirius. En espagnol, Sotis pour désigner Sirius. Mais il y a une homophonie avec le wolof sotia qui veut dire laver, rincer. Parce que quand le fleuve Nil commence à déborder, quand c'est la crue, eh bien, elle emporte tout sur son passage, elle lave, elle purge, elle rince. En bassa, on va dire nso, laver, purger. En bassa, nso, celle qui lave, donc Isis elle-même. En menda, so, laver. En bafonji, so, laver. Et c'est la même racine qu'on retrouve dans le mot la sautée qui est ce rituel par lequel on fait l'alliance pour travailler la terre. Mais on purge déjà l'alliance avant. Peut-on parler du peuple d'Isis, puisque en fait ce blason désigne un peuple, des Parisiens. Donc on va pouvoir traiter cet élément qui est majeur dans ce blason, qui est le bateau. Avant, je vous ferai remarquer que le nom de la femme en souki, c'est Atou, ou Eutou en Bidandéré, Ngieto en Djevové, Muto en Douala, Kentu en Proto-Bantou, en Bidjago on dira Okanto, en Doudouela on dira Outou cœur, en Gambé on dira To attaché, en Teda on dira To lié. Mais Atou, on connaît ça. Atou pour désigner la femme, parce que chez nous, la femme vaillante, la femme qui est jock, qui est vraiment debout sur ses deux pieds, on la désigne par le terme atou femme. C'est un syntagme miroir. Donc atou, c'est le nom de la femme. Mais vous regardez, le cœur, outou, est un homophone du mot atou. Pourquoi? Parce que les mots du cœur, les mots de la femme, les mots du pain dans les langues africaines sont des homophones. Et pourquoi on dit attaché, lié? Parce que c'est elle qui va rassembler le corps d'Osiris. Mais vous voyez que cette racine que nous avons trouvée tout à l'heure, Ntou, désigne l'être humain. Et Muntu désigne un être humain et Bantu, le pluriel, désigne les êtres humains. Et c'est ce Mun de Muntu qui va nous désigner la personne, le peuple, la foule dans notre langue et l'article indéfini pluriel de notre langue. Vous voyez, c'est ce singulier, parce que c'est un préfixe du singulier, le Mun, Mu, qui permet cela. Mais regardez, Bantu, c'est le peuple. Abantu, en Zoulou, c'est le peuple. Vandu, en Yao, c'est le peuple. En Lunyolé, Abatu, c'est le peuple. En Isid Ndebele, Abatu, c'est le peuple. Mais regardez, en Swahili, on va dire Watu pour désigner le peuple. Mais le même mot en langue d'Amba désigne la barque. Voilà pourquoi la barque est présente. Elle symbolise le peuple. En Nyawanga, on va dire Watu, barque. En Wukiga, on va dire Ubwato, barque. C'est la racine du mot bateau. En Mamboué, on dira boato ou wato, barque. Et en Samia, on dira ato, barque. Donc, vous voyez que la femme symbolise à la fois le peuple, puisque c'est elle qui le rassemble, parce que rassembler les morceaux d'Osiris, c'est rassembler tout le peuple. Voilà pourquoi, lors des parades, eh bien, ça déplace énormément de monde. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. En Égypte aussi, il y a des témoignages qui disent qu'il y avait plus que 700 000 personnes qui se déplaçaient lors de ces célébrations. Et vous voyez que là, on a vérifié que c'est la même racine qui désigne la femme, qui désigne la barque, qui désigne le peuple, le cœur, le fait d'attacher ou de lier. Voilà. Donc, nous avons vérifié ce fait. D'accord? Donc, ici, joue un rôle central dans les célébrations du carnaval, parce que c'est elle qui est à l'action, c'est elle qui entraîne le peuple, c'est elle qui le rassemble, c'est en son nom que les autres se rassemblent pour célébrer ces mystères. Alors, on peut parler aussi des Parisiens et de leur ville. Comment on en arrive à désigner Paris? Eh bien, c'est parce que dans les langues africaines, il y a une autre racine qui est bar, qui désigne le peuple.
Et donc, Bar Isis, c'est le peuple d'Isis, si on peut le traduire comme ça. Et ça désigne aussi un peuple celte, puisqu'on dit que ça vient du gaulois parisi, qui désigne les Parisiens. Mais c'est une réalisation phonétique du B en P qui permet cela. Donc on passe de Bar Isi à Par Isi, et finalement au mot parisien et aussi au mot Paris, qui est la capitale française. Donc vous voyez que tout ceci est lié à cette fameuse fête qui va être appelé carnaval. Le char naval, le carus navalis, c'est ça, et c'est pourquoi la devise c'est plier pas casser, c'est-à-dire fluctuate d'immergiture, le bateau peut tanguer mais il ne coule jamais. Voilà. Et donc voilà quelques éléments qui démontrent que cette fête a joué un rôle très important en Europe jusqu'à l'arrivée de la réforme par Martin Luther. Et là, ça va changer puisque avec l'arrivée de la réforme protestante, les fêtes populaires, dont le carnaval, vont disparaître dans beaucoup de villes en Europe, y compris en France. Et que devient ce char naval, le char naval de la reine? Eh bien, c'est ce qu'il nous faut d'avoir dans notre carnaval, eh bien, nos fameux chars avec l'élection de la reine. Donc symboliquement, la route symbolise le fleuve, les opérateurs qui sont de part et d'autre symbolisent les marins, et vous voyez que Isis est symbolisée par la reine du carnaval. La reine du carnaval, c'est Isis, c'est normal, parce que c'est elle qui est à l'œuvre. Et parfois, elle est représentée assise, surtout quand elle est symbolisée par la sirène. Ici, vous voyez qu'elle a la même coiffe que nous avons vu porter tout à l'heure à Sotis. Donc, nous sommes en parfaite cohérence. Là, les plumes, tout ce que vous voyez ici, là, c'est vraiment intimement lié au carnaval depuis l'Antiquité. Et même quand vous allez dans les pays étrangers, bien, vous allez voir qu'on retrouve les plumes, on retrouve les ailes de Maat, les ailes d'Isis. Vous allez retrouver aussi tout ce qui brille. C'est normal, ça fait partie du carnaval. Voilà. Très bonne description du carnaval à travers Isis. Donc justement, pour arriver chez nous, alors c'est vrai que le carnaval, beaucoup y vont parce qu'on se sent des fois attiré. On n'a pas vraiment l'explication, mais même on sait que on va même dire que c'est similaire que quand on entend un coup de tambour, on a des frissons qui parcourent le corps. Et il y a énormément de personnes, quand on les entend parler, qui disent « à moi, sans carnaval, un PEP fait sans carnaval ». Et c'est vrai qu'en 2021, il n'y aura pas vraiment de déboulé, de défilé, mais on a trouvé une autre façon, une autre manière de pouvoir effectivement vivre cette fête. Donc, on va faire une mise en bouche et on continue avec Jean-Luc.
Alors justement, quelle est l'origine justement du carnaval? Alors, l'origine du carnaval est bien plus ancienne que nous ne l'imaginions. Si on interroge les Romains disent qu'il y a une fête qu'ils célèbrent chez eux qui s'appelle les Lupercales. Les Lupercales, et les Grecs aussi font la même chose. Lupercale, la racine c'est le mot loup, mais loupé c'est le loup, mais loupa c'est la prostituée. Vous allez voir où on veut en arriver tout à l'heure. Et en même temps, cela se déroule pendant un mois qui précède le début de l'année. À Rome, le début de l'année, c'est le mois de mars. C'est pourquoi on célèbre les ides de mars. Mais avant, il y a un mois qu'on appelle Februaris. Mais Februaris, ce mois-là, signifie purifier, purger, rincer. Voilà, ce n'est pas un hasard. Et c'est dit-on que c'est une période où on célèbre la mort d'un Dieu et sa résurrection. Mais une mort comme un don qu'il fait pour que son peuple ait la vie. Donc c'est un thème qui va être repris après. Et les gens vont célébrer tout ceci. Ils vont faire bombance pendant un bon moment, d'accord. Et à partir et après, ils vont rentrer dans une forme de pénitence parce qu'on va les voir se déplacer en se fouettant, en se tapant. Et ça, c'est pour un peu, si je fais une synthèse de ce qui se passait à Rome. Mais les Grecs, eux, ils vont être vraiment dans les Lupercales puisqu'ils vont sacrifier des chiens, ils vont aussi faire beaucoup de rituels autour des chiens. Les gens vont se purifier en se frottant avec des chiens qu'ils vont offrir après à une divinité. Mais quand on interroge les Romains disent que les Grecs ont fait avant eux. Et quand on interroge les Romains, les Grecs disent que mais nous, c'est une pratique récente, mais de toute antiquité, ça s'est passé en Égypte. Et quand on remonte, on voit effectivement que les données concordent. Parce que le fameux mythe de la mise à mort d'Osiris et lors d'un banquet, son corps est mis dans un sarcophage et jeté dans le Nil. Ensuite, plus tard, il sera encore retrouvé par Seth, son frère, qui est son jumeau, et qui va découper le corps en 14 morceaux et qui va le disperser. Eh bien, c'est ceci qui va servir de support au carnaval. Et donc, tout ce qu'on fait autour du carnaval, c'est justement cette célébration du fameux dîner. Donc, ce jour-là, on va faire vraiment bombance, on va faire abus d'alcool, abus de vin, déjà en Égypte, les auteurs de l'Antiquité, les historiens de l'Antiquité en parlent, et puis après il va y avoir cette entrée pendant 40 jours de deuil d'Isis et de pénitence d'Isis. Et donc, voilà pourquoi la cendre qui est le symbole de la pénitence en Égypte, la cendre, la poussière, eh bien, va devenir ce que les gens se mettent sur la peau, là, le gros sirop. Et les gens aussi, depuis l'époque des Lupercales, ils traversent les rues avec des fouets, mais en Égypte aussi. Et quand ils croisent des femmes, quand ils croisent des gens, ils les tapent avec le fouet parce que c'est une façon de communier aux souffrances d'Isis. Donc quand les jeunes sont là avec le fouet, eh bien c'est exactement ce geste qu'ils reproduisent. Et le gros cibot qui est sur leur corps, c'est l'image de la cendre qui purifie. Donc c'est un rituel de purification. Et le nom pour désigner l'encens dans les langues africaines est un homophone du mot pour désigner justement la cendre. Donc tout ça, ce sont des rituels de purification. Ici, vous avez les cornes, mais les cornes, c'est l'attribut d'Isis. Voyez, donc tout concorde. Et puis les jeunes, ils étaient exactement comme ça en Égypte et même à Rome et en Grèce, ils avaient juste cet accoutrement devant les parties intimes et le torse nu. Et ils déambulaient comme ça dans les rues. Et c'est pour ça, vous voyez que quand les gens ont du gros sirop ou du charbon sur le corps, ils ont tendance à vouloir salir les passants. Ouais. Mais avant, on fouettait les gens. Aujourd'hui, eh bien, c'est ce geste-là. Mais c'est une façon de dire qu'on communie au deuil de la déesse. Voilà. Et donc, cette image, elle est emblématique, vous voyez, à travers les couleurs qui sont célébrées. Voilà, c'est un rituel de pénitence, en fait. C'est un rituel de pénitence. Mais chez nous, vous savez, il y a toujours cette dimension de joie dans les moments les plus pénibles de la vie. Regardez nos veillées d'antan. On vient soutenir une famille qui est dans le deuil. Et en même temps, on va chanter, qui jouer tambour, qui nige dimbo. C'est ça, en fait. C'est tous ces éléments qui
contribue à donner le carnaval qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a deux sources, parce que quand tout ceci va être récupéré par l'Église, au début du christianisme, l'Église va conserver cela, et le mercredi des cendres, le mercredi des cendres, eh bien, les évêques vont avoir tendance à asperger les fidèles de cendres, parce qu'on entre dans un rituel de pénitence. Alors, j'ai parlé de carus navalis tout à l'heure comme origine du nom carnaval. Je ne peux pas ne pas citer aussi ce mot carne levamen, c'est-à-dire enlever la chair, ôter la chair. C'est cette période où les gens vont rentrer dans la période maigre. En réalité, cela correspond aux 40 jours pendant lesquels le corps va être embaumé. Donc, on va enlever la chair, on va traiter le corps pour qu'il perde ses humeurs en le plongeant dans un bain de natron pendant 40 jours. Voilà pourquoi on parle d'enlever la chair. À l'origine, c'est ça, mais vous savez que ça va être interprété différemment en Europe, et on va rentrer dans la notion de jeûne, qui est une forme aussi de purification et une forme de pénitence. Voilà. Alors, dans notre carnaval, bien entendu, on parle aussi du roi Vaval. Oui, c'est absolument. vrai qu'on a parlé, on a parlé de la reine du carnaval qui est très symbolique, le dimanche gras où effectivement elle est élue. Mais il y a aussi ce roi qui, le mercredi décembre, est brûlé. Oui. Alors, symboliquement, qu'on représente ce roi? Eh bien, on va encore partir en Égypte, je suis désolé. Vous avez vu que le mot pour dire purifier, c'est le nom du mois de février, Februaris. Mais dedans, vous avez une racine qui est bois. Et ce bois, justement, c'est le nom par lequel on désigne Vaval chez nous. Vaval, c'est quoi? C'est un pantin. Comment on désigne un pantin chez nous? Par le terme bois. Mais c'est aussi le nom du chacal. Vous avez vu, on a parlé des Lupercales en Grèce, où on sacrifie des canidés. Mais le bois, c'est un canidé. Oui. Mou bois en Chiluba, ça désigne le chacal. Le chacal, c'est Anubis, celui qui est en charge des rites funéraires. Voilà. Et le mot pour désigner le chacal, dans certaines langues, c'est kabois. Et pour nous, kabois, c'est le char. Vous voyez, c'est le véhicule, c'est la charrette. Vous voyez? Donc, quand vous voyez Vaval sur son char, eh bien, sachez que le terme désigne tout à la fois le Vaval et le véhicule qui le transporte. Il y a une homophonie entre les deux. Mais, je vais dire quelque chose très clairement. Dans cela, c'est l'idée de la victime de substitution. Qu'est-ce que Vaval? Un bois-bois, Vaval, c'est un bois-bois, et un bois-bois a toujours l'image de quelque chose. L'image de quelque chose dont on va se débarrasser après. Et en réalité, c'est le sarcophage. Le sarcophage en Égypte a toujours l'image et toujours à l'effigie de celui qui est inhumé. Eh bien, un bois-bois, c'est pareil. Et donc, on va le promener dans la ville, il va être acclamé, mais en même temps, il va se charger de tous les maux de la ville, et quand il est purifié, et quand il est brûlé, en fait, c'est un rituel de purification, parce qu'on va retourner à l'élément primordial de la vie, qui est le carbone. Voilà. Alors, bien entendu, on continue notre décryptage. On a parlé effectivement du fouet. Oui. Alors, on voit dans la vidéo et dans les images, automatiquement, c'est symbolique. Le fouet, on le trouve presque dans tous les groupes à peau. Oui, absolument. Mais pas que. Quelquefois, dans même les groupes à casqueur, il y en a des petits devant. Absolument. Des petits qui ont... Alors, c'est quoi la symbolique du fouet? Parce qu'on a tendance à dire que le fouet, c'est ce qui nous est resté... de l'esclavage. C'est bien plus ancien. Je veux bien penser que c'est plus ancien. Oui, rappelez-vous ce que disent les auteurs antiques. Les gens se fouettent en guise de pénitence. On rentre dans une période où on va faire pénitence. Et bien ce fouet-là, avant, il servait, c'était des lanières aussi. Alors en Égypte, c'était des fouets, carrément, il y avait deux formes de fouets, mais en Grèce ou à Rome, c'était des lanières de cuir et avec lesquelles on fouettait les personnes sur la route. Aujourd'hui, ça a changé. Vous voyez, on parle les gens fouettent le sol, d'accord? Mais la symbolique est la même. On avait aussi ce qu'on appelait, qui a disparu, c'est les masques à piquants, qui avaient un grand drap qui ressemblait aux ailes d'Isis d'ailleurs, et qui enveloppait la victime, la personne qu'ils avaient attrapée, et qu'ils titillaient comme ça avec un aiguillon. C'est une façon aussi de dire qu'on partage les souffrances d'Isis. Et pourquoi aussi il y a les masques à la mort? C'est normal, puisqu'on rentre dans un jour de deuil.
Et donc, c'est normal, c'est un peu comme pour la fête des morts ou la fête des Guédés. Les esprits sont dehors, voilà, la diablesse et tout ça sont dehors. Tu as vraiment fait une bonne transition parce qu'effectivement, on constate dans le carnaval guadeloupéen, il y a différents types de masques. Absolument. Il y a effectivement le masque à Congo, oui. Le masque à Wuku. Oui. Mais il y a le masque Vieux-Fort qui est effectivement, quand on va à Vieux-Fort, surtout en ce moment pour ceux qui sont sur la Guadeloupe, il faut aller à la mairie où tout est exposé en guise, mais il n'y a pas de défilé, mais au moins on peut voir le traditionnel masque de Vieux-Fort. Mais justement, tous ces masques, qu'est-ce que ça représente dans le carnaval? Eh bien, déjà, les masques à Congo, ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe. L'année dernière, j'étais à Saint-Domingue, j'en ai vu. Il y en a encore dans d'autres îles de la Caraïbe. C'est la persistance de la pensée symbolique africaine. Masque à miroir. Ensuite, le miroir, c'est un symbole aussi, ça rappelle le Nkisi. Et le Nkisi en question, c'est Osiris. C'est aussi le héros culturel du peuple qui est au cœur même de la civilisation. Et c'est aussi lié à la fertilité, à l'abondance. Les cornes, c'est le symbole même d'Isis. Isis symbole le temps, elle symbolise les cycles, elle symbolise l'année, et les cornes entrent dans la composition de la graphie pour désigner l'année. Parce qu'une pointe désigne le début de l'année, l'autre la fin. Donc c'est tout à fait normal, puisque dans tout ça aussi se mélange, je vous l'ai montré tout à l'heure, les rituels qui avaient lieu lors du jour de l'an en Afrique. Okay. Voilà. Et donc, la corne joue ce rôle-là. Et ce n'est pas étonnant que ce soit des jeunes femmes qui portent les cornes ici. Elles ne le savent peut-être pas, mais elles rejouent comme des actrices, comme des comédiennes, la quête qu'Isis a fait à travers tout le pays pour récupérer les parts de son mari. Et il faut savoir que chaque portion, c'est ce mythe de la partition du corps d'Osiris, en fait, raconte comment la civilisation s'est développée, parce que le mythe dit que chaque fois qu'Isis a retrouvé un morceau, elle a fondé un temple, et qui dit temple dit une ville, qui dit une ville dit des gens. Donc la mission d'Isis, c'est de rassembler le peuple. Et le carnaval, c'est une panégyrique, parce qu'elle sert à souder le peuple. Et il y en avait 4 en Égypte. Et celle-là, cette panégyrie, c'est celle qui nous est restée justement. Et donc tout ce que vous voyez dans le carnaval, les plumes, qu'on soit d'un côté Goupapo ou Goupakès, tout ceci est complémentaire en fait, parce que la plume, c'est l'attribut d'Isis. C'est l'attribut d'Isis. Et on peut le voir sur la coiffe que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, on ne peut pas ne pas parler du gros sirop. C'est vrai que ça fait beaucoup débat, mais c'est vrai que même on peut dire que sur la Bastère, la tradition s'est perpétuée, mais comme on expliquait tout à l'heure, quand il y avait l'usine sur Pointe-à-Pitre, le gros sirop existait aussi sur la Grande Terre. Oui, c'est-à-dire que avant, les responsables des groupes avaient leur petite combine, leur contact au niveau de l'usine d'Arboussier pour se procurer en gros sirop. L'usine a fermé et c'est devenu de plus en plus difficile d'obtenir le gros sirop. Et on a vu que ceci a eu tendance à vouloir disparaître. Mais quand même, les gens, tant bien que mal, ils arrivent à s'organiser. Alors quand ce n'est pas le gros sirop, c'est aussi l'argile. Mais il faut savoir que que l'argile aussi joue le même rôle, parce que c'est un signe de deuil que de se couvrir d'argile, et c'est pourquoi dans certaines représentations concernant les rites funéraires en Égypte, vous allez voir que les femmes apparaissent blanches. C'est pas que ce sont des Européennes, c'est qu'elles se sont couvertes le corps d'argile en signe de deuil. Voilà. Alors, il y a aussi les chansons, parce qu'on parle de tenue vestimentaire, des symboles, on a parlé déjà de l'encens, du fouet, mais quelquefois, c'est vrai qu'on peut être choqué parce qu'on entend des chansons, on va dire... Qui bousculent la décence. Qui frise, on va dire ça, qui frise la décence. Alors... est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une symbolique? Est-ce que c'est une signification particulière dans le carnaval? C'est vrai que si on a bien regardé le diaporama, j'étais vraiment étonnée de savoir que quand ils arrivaient dans une ville, quand ils débarquaient... Ils s'invectivaient. Oui, mais on avait un vieux chant dans les années 70 et on disait que c'était les gens de Basse-Terre qui avaient amené ce chant-là. Moun la Pointe aristocrate. Bon, je ne vous chante pas le début. Bon, voilà. Mais Moun la Pointe... En fait, c'est ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. Oui. Les gens commencent déjà... Pour faire l'alliance, il faut la purger. Donc, ils commencent déjà par s'invectiver et ensuite,
au-delà de ça, ben, une fois qu'on a dit tout ce qui ne va pas, eh bien, il ne reste que le positif et les gens font l'alliance. C'est ce que vous voyez vous pouvez voir par exemple deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps, qui s'invectivent, qui s'envoient des pics, et puis au bout d'un certain moment, ils restent à discuter et puis ils vont prendre un coup ensemble parce qu'ils sont heureux de se retrouver. Et ceci fait débat, parce que vous avez vu le fameux match du club franciscain en Guyane, avec Sinamari. Ils ne comprennent pas. Les jeunes disent, mais c'est notre chanson, on a toujours chanté ça, on n'a pas chanté dans le but de provoquer qui que ce soit. Et les autres disent, vous êtes venus nous insulter sur notre mémoire. On a oublié notre mémoire. C'est la parenté à plaisanterie. C'est-à-dire que Sonap ne prête pas autant à mal qu'on ne le croit. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de faire l'alliance. Ça ne veut pas dire qu'après, ces jeunes qui ont chanté ça, après, ils n'auraient pas pu se retrouver avec les autres membres du club Sinamari et boire un coup ensemble. Voilà, c'est toujours comme ça. On fait l'alliance déjà en commençant par purger. Et donc, eux, ils ont ce chant-là qui peut paraître provoquant, qui peut paraître choquant, mais ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre pensée symbolique. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des initiatives aussi pour dire, on va choisir un chant, ça ne marchera pas, puisqu'il faut ça. Ouais. Il faut ça. J'ai vu Feu Antoine Sopta, je l'ai vu faire ça une fois un matin. Il rencontre un ami et l'ami vient le saluer. Il dit, Bougan, moi, pas parler bon, moi, au cas j'étais crédit en moi, au cas tu es crédit en moi. Alors le gars est très surpris, il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, on est déjà content, hier soir on rêvé au mort, on est déjà content, on est déjà dit, ok, bois soupe, ok, bois rhum, ok, manger soupe, et là on va voir du voir, et là ils se mettent à éclater de rire et ils vont boire un coup ensemble. Ben oui. Voilà, c'est ça. Ça nous arrive souvent, c'est vrai. C'est ça. Et donc, quand les gens arrivent dans la ville, ils s'invectivent, mais après ça, toute cette foule-là finit par se rassembler et ça donne, selon les chiffres donnés par les auteurs antiques comme Hérodote ou Diodore de Sicile, jusqu'à 700 000 personnes qui se déplacent pour venir dans une ville pour célébrer tout cela. Parce que c'est une fête qui a pour vocation de purifier le pays, mais en même temps de ressouder le peuple, que le peuple se reconnaisse comme faisant une unité unique. On peut être de différentes villes, mais regardez, quand c'est le carnaval à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre, les gens se déplacent. Ils viennent très tôt, depuis 6h du matin. Ils sont assis au bord, ils sont au bord de la route avec leur petit glacière. Et dans Basse-Terre ou dans Pointe-à-Pitre ce jour-là, vous avez les gens qui arrivent de tous les endroits de la Guadeloupe et parfois même des îles avoisinantes. Voilà. Si on parle carnaval, on va faire effectivement un petit tour. Quelques extraits de carnaval de l'année dernière, de Mardi Gras. À plaisir des yeux, on regarde.
Ah, Piruli Band, le groupe de carnaval de Bemao et Pocros. On va dire que j'ai choisi ce groupe, mais bon, ce n'est pas un hasard. On va les féliciter. Parce que cette fameuse parade de Basse-Terre, c'est quelque chose. Celle de Pointe-à-Pitre aussi. Hein. Ouais. Vous savez, tout est en ordre et puis plus on s'approche du podium, plus la pression monte. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. On peut féliciter tous les groupes qui se prêtent à ce jeu-là. Ouais, voilà. C'est incroyable. Alors justement, on va parler de l'histoire, des dates, quelques dates historiques du carnaval de la Guadeloupe. Oui, alors, ce qu'on a comme source documentaire dit que pendant longtemps, ça a été l'apanage des colons. Voilà. Les Africains ne faisaient pas ça. Voilà. Ils n'avaient pas le droit, d'ailleurs. Et puis petit à petit, il y a eu une petite porte qui s'est ouverte. Par exemple, on a un témoignage d'un visiteur qui a sillonné en Guadeloupe, en Martinique, au début du 19e siècle et qui dit que à côté des parades des Européens, subitement, on voit arriver des sociétés Congo qui arrivent et qui défilent avec leurs attributs et tout. Et ces sociétés Congo, elles sont gérées par des reines. Hein, c'est comme si on avait reconstruit les sociétés en traditionnelles africaines avec à leur tête des reines. Bon. Chez nous, jusqu'à l'arrivée de la guerre, c'est surtout des colons, des créoles, des descendants d'Européens nés chez nous, qui font cela avec des chars où ils retracent les anciens mythes grecs. Bon, il y a beaucoup de théâtre dans tout cela. Le carnaval se prête à tout cela. Et puis vient la guerre. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours cette hantise. On ne veut pas que le carnaval disparaisse. Et Madame Adeline, pendant la guerre 39-45, Madame Adeline a répondu comme à un défi au préfet qui était venu, le gouverneur de l'époque, qui était venu presque voir le carnaval et il s'aperçoit qu'il n'y a rien. Et elle dit, vous allez voir, après, on va faire le carnaval. Mais une fois que le monsieur est parti, elle dit, mettez-moi à donc bab là, puisqu'il n'est pas organisé. Et elle va organiser un carnaval avec des chars autour de la place de la Victoire qui va remporter un grand succès. Alors, monsieur Marcel Mavounzi nous dit aussi que à partir de ce moment-là, il y a comme une espèce d'émancipation parce que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment arriver les masques à Congo et tout ce qu'on connaît, les Moko Djombi, tout ça. C'est à ce moment-là qu'on les voit vraiment se manifester comme si il y avait eu un basculement et ces colons-là, on va les voir de moins en moins dans le carnaval et petit à petit, ça va être récupéré, vraiment repris en main, mais sur le mode ancestral, comme si les Africains se souvenaient, les descendants d'Africains se souvenaient des sorties des masques ancestraux et qui vont, tout ça va rentrer dans le carnaval. Et puis il y a une date aussi dont il nous parle, c'est 1955 où l'association de la Mi-Carême qu'ils ont montée en 1955 va organiser le premier vidé du mercredi des cendres. Bon, il y a déjà des groupes, mais là, c'est la foule qui descend dans les rues. Et puis, petit à petit, eh bien, il va y avoir des périodes où le carnaval va disparaître, ou va réapparaître. Bon, dans les années 60, il y a des groupes de la périphérie de Pointe-à-Pitre, enfin pas de la périphérie, du cœur de Pointe-à-Pitre, la rue Lamartine, qui veulent monter un groupe de carnaval, mais ils n'ont pas d'instruments, alors ils vont voir un épicier qui leur dit, bon, moi je ne peux pas vous faire grand-chose, mais je vous donne ce que j'ai là, des bidons de salaison. Et cela, ils vont monter un groupe qui va s'appeler les Plastic Boys. Et ceci marque le début une évolution. C'est-à-dire qu'on a les groupes à peau avant, avec le rythme, et là, c'est l'ancêtre de tout, la mère de tous les groupes à caisse. Voilà. Mais on s'aperçoit en fait que petit à petit, ceci va se densifier, les parades les prestations des groupes vont changer, les instruments aussi vont se moderniser. À un moment, les caisses claires vont arriver. Ensuite, les deux premiers cuivres vont être amenés par le Gimbal All-Star, qui va changer carrément le tempo, puisqu'ils vont accélérer le tempo, ce qui va plaire à la jeunesse. Et ils vont avoir énormément de monde. Ils vont commencer à construire leur réputation là-dessus. Ils vont introduire les cuivres. Ça va se généraliser. Et c'est comme ça qu'on va retrouver tous les groupes à caisse. Mais il y a un mouvement contraire. Les gens se disent, mais
pourquoi on est en train de copier Trinidad, on est en train de copier le Brésil, puisque ça devient de plus en plus sophistiqué. Et il y a un mouvement qui va être contraire, qui va dire revenons aux sources. Et dans ces mouvements-là, va naître Akio, des anciens qui avaient connu Massa Saint-Jean, qui avaient connu Moncafa, qui avaient connu aussi Tyrène, et tous ces gens-là, dont Vélo d'ailleurs, qui a fait partie, qui a été l'un des premiers membres d'Akio, parce qu'au départ, Akio c'était quelques personnes, enfin ils n'avaient pas encore changé de nom, mais c'était quelques personnes dans la rue, même pas 10 personnes. Et puis petit à petit, les choses se sont densifiées avec aussi le jeu de la politique qui s'est mêlé là-dedans. Et ça nous a donné le carnaval qu'on a aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est tellement ancré en nous que parfois il y a des périodes où on a tendance à penser que ça va disparaître. Et puis ça ressurgit. Et aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement structuré. Si vous arrivez, par exemple, si on vous dit que votre départ pour la parade du dimanche à Pointe-à-Pitre à midi, ne venez pas à midi 5. Ah non, voilà. C'est fini, c'est mort. Alors, à travers le carnaval, et pour finir, on a aussi des représentations des divinités de l'Égypte. Oui, parce que à l'origine, c'est ça. Déjà pour le Nouvel An en Égypte, les gens se masquent et figurent le soleil, la lune, les astres, et ils présentent comment, dans leur danse, ce qui va devenir les masques à ruban, ils vont présenter comment les astres vont bouger autour du soleil et comment va être l'année. Et ceci va rester. Et donc, on retrouve les divinités de l'Égypte dans le carnaval. On n'y fait pas attention. Les Moko Djombi, c'est celui qu'on appelle Thoth, c'est l'ibis. Qu'est-ce qu'un Moko Djombi? C'est Moko, un homme sur les jambes, sur les échasses. Oui. D'accord? Mais qu'est-ce qu'un ibis? Un ibis, c'est un échassier, c'est l'animal totem par lequel on désigne Thoth, qui est le nom, c'est Kuma dans les langues africaines, qui désigne la parole. Comme chez nous, on dit un camo. Vous voyez, c'est le même mot. Et ensuite, vous avez aussi Isis, bien évidemment. On a parlé de la reine, mais on a parlé des masques à cornes. Tout ça, ce sont ses attributs. Il y a aussi... on retrouve aussi Anubis sous la forme du bois-bois, bien sûr, puisque c'est le sarcophage, c'est lui qui est en charge des rites funéraires. Et on retrouve aussi, à travers cela aussi, on retrouve aussi Seth. Parce que Seth, c'est pourquoi il y a des massales en mort. Seth, c'est celui qui découpe. Voilà, c'est pourquoi, par exemple, encore on le voit, on représente la mort avec une grande faucille. Mais cette faucille-là, dans les langues africaines, se dit basi, c'est-à-dire que c'est celle qui découpe. Et c'est pourquoi la mort est appelée chez nous basile. Voilà. Alors, on va arriver, c'est le mot de la fin avec Jolo, mais avant, on va se faire encore un petit plaisir d'un autre groupe qui a défilé l'année dernière à Mardi Gras. Alors, on se laisse déguster ce petit plat qu'on ne pourra peut-être pas voir sur nos rues, sur nos routes de Guadeloupe. Mais allez-y, prenez plaisir.
La résistance. Alors, effectivement, on prend plaisir à regarder à chaque fois ces groupes de carnaval, mais Jean-Luc, je te remercie pour toutes ces précisions. De rien, c'est un plaisir. Parce que franchement, il y a encore à dire sur le carnaval. Énormément. Mais bon, on arrive presque à la fin et il va falloir effectivement passer à l'agenda, parce qu'il y a aussi des manifestations qui vous seront proposées pour les jours à venir. Alors, l'agenda du ZCL Événement Culturel. Alors, tout au long de cette semaine, on va pouvoir effectivement apercevoir, il y aura au multiplex Cinestar, donc c'est le Black History Month du 6 au 28 février. Donc, sur le site de Cinestar, vous pourrez avoir tout le programme. Donc, c'est à voir, à ne pas manquer. La billetterie de Cinestar se trouve sur Internet, il n'y a aucun souci. Alors, Anticausal en tout carnaval, on reste dans la thématique. Donc, c'est vendredi 12 février 2021 au pavillon de la ville, à partir de 18h. Zumba Carnaval, donc ce samedi 13, Centre Minnesota de 9h à midi. Et le lundi 15, à la salle Georges Tarrer, bien entendu, ce sera en ligne de 14h30 à 17h30. Inscription, bien entendu, obligatoire. Vous savez, Covid oblige, 50 participants maximum. Donc, prenez le numéro de téléphone 0590 849 514 pour la salle Georges Tarrer, 0590 896 521 pour le centre Minnesota et pour le pavillon de la ville 0590 216 890. Alors, l'Université des métiers de l'artisanat et les éditions Negmaron vous convie à un dire poétique, l'amour qu'a résonné ce jeudi, c'est aujourd'hui même, avec Didier Nanette à 18h30 à l'Urma à Saint-Claude. Il sera accompagné de Marie Louison, Samuel Kram, Henri Bistoquet, Wendy Zaibo, Animon Kram et bien d'autres et bien d'autres. Le contact, c'est 0690 385 612. Exposition, bien entendu, toujours à Saint-Claude, de costumes de carnaval à la médiathèque Bernadette Casse-Saint-Pierrot. Alors, bien, ça a commencé depuis le 8, mais ça va jusqu'au 11 mars. Donc, ce sera du lundi au vendredi de 9h à 14h. Vous pouvez effectivement aller sur la page Facebook de la ville de Saint-Claude ou sur la page de la médiathèque et vous aurez toutes les informations. À la ville de Saint-Claude, le lendemain, vendredi 12 février à 17h30, Facebook Live, donc il faut être sur le Facebook de la ville de Saint-Claude. Il y a une table ronde sur la thématique le carnaval d'aujourd'hui, quelle évolution? Les intervenants, Raymond Otto, sociologue, Alexandre Quérault, président de Caleçon All-Star, Nathalie Castelnau, président de Masse-Vieux-Fort, Alain Gano, fédération du carnaval et des fêtes de la Guadeloupe. Bien entendu, on est peut-être en plein carnaval, mais il ne faut pas oublier que le Covid est dans les parages. Donc, la ville de Saint-Claude vous informe que sur le parking du CCAS à l'église, le 25 février 2021, vous pourrez faire un test gratuit de Covid-19 de 7h30 à 11h30. Alors, Bourdon Street, ce vendredi 12 à 20h30 avec Claire Bissant, chant clavier, Willy Bissant à la batterie et Jean-Claude Copin à la basse. Bien entendu, réservation obligatoire, c'est un dîner-concert. Réservation au 0590 383 315 ou au 0690 679 730. Le Van Cleef se trouve à Jarry, à la rue Nobel. Exposition à la Galerie artistique Baptiste du 26 février au 19 mars. La Galerie Baptiste et Corentin Fay, dite Mister Co, à Bouillante, au Bébé Gîte, rue de Poirier à Pigeon. Un vernissage le vendredi 26 à 18h. Effectivement, il y a possibilité de pouvoir manger sur place. Réservation jusqu'au 24 février. Téléphone 0690 364 109, c'est un portable.
Alors, toutes les manifestations que vous avez pu voir, bien entendu, le masque est obligatoire. Ne peut pas faire autrement. Si vous avez sorti, si vous avez à côtoyer d'autres mondes, il faut porter masque à autres. Donc, le masque restera obligatoire. On est arrivé effectivement à la fin. J'espère que vous avez passé un moment agréable autour du carnaval. Donc, effectivement, dans le week-end, c'est week-end, hein, lundi, mardi, mercredi décembre. Modération, plus. Manger des beignets, parce que c'est moment beignet, n'est-ce pas? Je vois qu'on n'a pas parlé du beignet, Jean-Luc. C'est un symbole d'abondance, c'est lié à Osiris. C'est comme les pois d'ivoire, c'est comme les dombrés, c'est des choses qui sont marquantes dans notre tradition. Voilà. Donc, effectivement, parce qu'on sait que c'est le traditionnel beignet de carnaval qui, tout ce week-end, on aura droit. Donc, je dis merci à Daniel pour la réalisation et on se retrouve jeudi prochain. Restez connectés. Pas laguer parce qu'après c'est chicanos. Allez, au revoir.